Bienvenue dans On the Way to Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art. Pourquoi tu dessines ? C'est quoi l'art ? Pourquoi as-tu choisi d'être artiste ? À quoi ça sert l'art ? Est-ce que tu peux vivre de l'art ? Et pourquoi moi ? Et pourquoi pas moi ? Septembre 2022, Berlin. Je suis toujours dans l'atelier et après la discussion avec Florence, c'est au tour d'Axel Pahlavi. Cet échange est à l'image de la semaine de stage que je viens de passer dans leur atelier. Beaucoup de rires, de questionnements, d'apprentissage et de références culturelles. Axel est très fort pour ça. Axel Pahlavi est un peintre français qui travaille et vit à Berlin avec sa femme, Florence Aubrecht, peintre elle aussi. Ils partagent un atelier au dernier étage d'un immeuble, un beau grenier avec beaucoup d'espace et beaucoup de toiles. Axel peint énormément à la peinture à l'huile, mais il utilise aussi parfois de l'aérographe. Il a la particularité de peindre certaines toiles avec un pinceau de quelques millimètres pendant des mois et de pouvoir faire des toiles au gros pinceau ou à l'aérographe en quelques heures. Il a une précision dans le pinceau qui rend ses tableaux presque plus réalistes et vivants que la photo d'origine. Il peint principalement des portraits et aussi des scènes avec des personnages en pied, et il aime s'exercer à peindre dans la nature mouvante, des paysages. Il s'inspire beaucoup des grands maîtres et a une culture artistique très diversifiée. Cet épisode a pas mal dérivé. C'est un voyage en réflexion philosophique et sociale, avec un passage par la religion qui est un aspect important de sa vie. Grâce à tout cela, ça nous permet de mieux imaginer son travail de peintre. Pourquoi il fait ce métier et qu'est-ce qui le pousse à travailler de cette manière pour les sujets qu'il aime aborder. Êtes-vous prêt et prête à suivre Axel Pahlavi dans ses chemins de pensée et sa vision de la vie pour mieux comprendre sa peinture ? Si oui, c'est parti. Bonne écoute. Quelle ambiance! Salut! Dis donc, t'as changé de blouse? C'est l'automne. Moi, la preuve que je suis pas brillant, c'est que je pose peu de questions. Les gens très intelligents, ils posent des questions. Et les cons, ils répondent. Non, je suis dans la deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que là, c'est moi qui vais poser des questions, Axel. Voilà, la preuve est faite. C'est une illustration. C'est pas la question sur le métier qu'il faudrait faire. Mais je vais commencer par ça, tu vas voir, ça va être la question pour lancer le truc. Je vais commencer la question importante. Parce que, non, n'empêche, ce qui était drôle, c'est que quand même, t'as dû le répéter 4 fois pour l'interview. C'est ça qui était drôle. Et en anglais, en plus. Du coup, c'est... Je sais plus comment je le disais en anglais, d'ailleurs. I would love to sell some antiques ou un truc comme ça, j'ai dû dire, machin. Bon, du coup, Axel. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas peintre? C'est ta question favorite du moment. Ouais, bah écoute, je crois que je serais brocanteur. C'est marrant que cette question, elle me vienne tout le temps en ce moment. Franchement, ce serait ça, quoi. Et pourquoi? Je crois que j'aime les histoires. Et donc, c'est pareil avec les objets, c'est l'histoire d'un objet. Et quand t'es antiquaire, forcément, un objet, c'est un objet qui a été touché, qui a vécu, qui a été en relation avec les hommes. Donc, c'est un objet qui est habité par l'histoire humaine. D'ailleurs, si je vais au magasin de meubles en face, j'achète un meuble neuf. Le meuble, il a eu peu de relations avec des êtres humains, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a ce truc-là, en dehors de la relation avec la beauté des objets. L'homme à travers l'objet. Ouais, parce que j'aime l'être humain en tant que personne. J'ai horreur du côté universaliste, abstrait. Je sais pas, les êtres humains entre 12 et 25 ans dans la région numéro 17. Ce côté, D'ailleurs, cette transformation, par exemple, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, c'est devenu ENSBA. Enfin, toute cette abstraction comme ça du monde me terrorise. J'ai l'impression que je vais finir en chiffres. Il y a une histoire en ce moment
d'un robot qui a fait une œuvre d'art. C'est pas un robot qui a fait une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui a fait un programme, il a installé dans un... Après, il a mis des images à l'intérieur, et puis un autre type qui a choisi le résultat, qui l'a présenté à un concours. C'est une affaire d'outils. Voilà, il faudrait vraiment, alors, à ce moment-là, s'entendre philosophiquement sur ce qu'on entend par... Mais je crois que le problème, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout sûr du libre arbitre dans l'être humain. Donc en fait, on croit que ce robot est un être humain parce qu'on croit que les êtres humains sont des robots, en fait, à l'envers. Je pense que c'est ça. Donc pour revenir à l'Antiquité, je pense qu'il y a ce truc avec le récit. Je crois. Parce que quand tu parlais beaucoup de ce qui était important dans ton travail, tu parlais beaucoup de rencontres. Ouais. Bah là d'ailleurs, je passe des heures à peindre des histoires. Là, je suis en train de peindre un mur dans une église qui est à Nice. C'est les murs les plus tristes de la ville, l'église Saint-Pierre d'Arène. Moi, quand j'étais petit, c'est gris. C'est un truc en béton qui a été construit après-guerre dans un style néo-gothique. Ça me foutait un cafard terrible. Mais ce cafard, je le chéris maintenant, comme un événement de ma vie. En fait, j'essaie de faire corps avec tout. Et donc, j'ai rencontré un groupe, je pense, des artistes. Faudrait que je demande, elle s'appelle Ariane, elle. Et ils sont arrivés plein de lumière, plein de couleurs, plein de vie, plein de leur histoire. Et donc, je la connais pas, moi, cette personne. Mais voilà, je la rencontre en la peignant, quoi. Ou je me rencontre moi. Ouais, donc il y a aussi ça. Parce qu'au fond, ça doit parler de moi, j'imagine, ce truc-là. Et pourquoi t'as commencé à peindre? Mais en fait, moi, j'ai toujours dessiné. Il y a toujours des tableaux chez moi, des dessins. Mon père, il dessinait, ma grand-mère, tout ça. C'était lié au jeu, à l'amusement. J'ai toujours eu un côté un peu baroque chez moi. Et mon frère dessinait énormément, mon frère Cyril. Mais je pense que lui, il était trop doué et en même temps trop angoissé. Après, chez moi, il y a eu autre chose, c'est que je crois pas que je sais dessiner, mais je crois pas que ma force réside dans le dessin. Ma force, elle réside dans l'idée du tableau, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, là, je suis en train de travailler un fond. Et je crois que le tableau, c'est cette présence de la matière du fond qui se met en relation avec le personnage. Il y a cet objet qui vibre. Donc, l'histoire de la matière, de la couleur, tout ça, de la chair. De la chair. Donc, ça, c'est quelque chose qui petit à petit s'est mis en place dans ma vie. En voyant aussi des tableaux, j'ai toujours été fan de peinture ancienne. Peut-être pour cette question de l'incarnation. Je collectionnais les tableaux de Rembrandt quand j'étais petit, de Dürer, de Latour. Il y a là aussi l'affaire de la lumière là-dedans, je me rends compte. La chaleur de la lumière sur un corps, tous ces trucs-là. Et ça m'a amené à devenir peintre, petit à petit. Je pense aussi qu'il y a une autre raison, c'est que j'ai pas un physique particulièrement extraordinaire. Même si j'arrive à faire le malin, je joue beaucoup aux échecs. J'ai peine à avoir des bons classements dans mes jeux d'échecs, donc je suis pas non plus, en tout cas pour ce type d'intelligence, quelqu'un de brillant intellectuellement. J'aime bien les maths, mais enfin j'aurais été moyennement doué, quoi. Un peu doué. Donc je crois pas que ce soit ça. Et là, tout d'un coup, en peignant, il y a quelque chose qui sortait plus dans le regard des autres aussi, je dis bien. Je sentais que là, quelque chose peut-être était plus ma place, plus unique. Tu te démarquais plus par ta peinture que par le reste. Ouais, c'était plus unique. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est autrement, quoi. J'ai une relation à la peinture qui était autrement. Donc tout d'un coup, mon côté hors sujet, surtout, ça devenait mon sujet. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est super beau, du coup, d'avoir tourné en force. Ouais, je me rendais pas compte non plus. Et puis j'aime bien me mettre dans la merde aussi. J'aime bien ça. L'autre fois, j'ai eu ça, quoi. J'ai fait une expo à Saint-Pierre d'Arène, à l'église de Nice, et le curé, que j'aime beaucoup, le père Gilles, il est très copain avec un homme politique qui s'appelle Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est pas l'homme politique le plus cool de la planète, quoi. Moi, je suis pas fan de politique, et puis avec tout le respect que j'ai pour cet homme et tout ça, il est venu gentiment en plus, etc. Il arrive, il vient à l'expo, il me serre la main et tout, je me vois la photo en train de lui serrer la main, et ça, je lui dis voilà, j'ai peint pendant 30 ans, il y a tous mes potes artistes qui vont me détester pour toujours, je me dis c'est pas mal quand même.
c'est bien. C'est intéressant. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. Donc il y a côté clown tragique. Donc voilà, parce que je pense tout ça en même temps. Et c'est ce que j'aime bien. Il y a ce côté tragicomique, quoi. Il y a faire l'action, se voir faire l'action, voir ce qui va être vu de l'action ou ce qui va en ressortir et tout ce machin-là, je comprends bien, quoi, ça. J'écoute en ce moment le séminaire de Stéphane Zagnansky, qui est quelqu'un, alors évidemment, je peux être d'accord avec lui ou pas, il y a plein de choses que je suis pas d'accord avec lui ou ça, mais c'est quelqu'un qui me touche, parce que je sens la sincérité de la personne, son intelligence, etc. Et probablement, ça me permet de réfléchir sur ce qu'il raconte. Notamment, c'est lui qui a formulé pour moi le terme universalisme abstrait. J'ai horreur de ce truc-là, quoi. Et c'est lui qui le formule, donc voilà, je pioche chez des gens, mais ça peut être des gens très différents. Là, hier, j'écoutais chez Mouloud Achour, dans un vieux podcast d'Amazio qui parlait des... comment ça s'appelle ça, quand tu écoutes de la musique mais qu'on t'en met d'autres, c'est l'ordinateur. La playlist. Ouais, mais c'est fait avec un système d'intelligence. Ouais, la lecture aléatoire. Ouais, mais ça a un nom, ça veut dire que ça va te pousser à écouter un certain nombre. C'est une intelligence artificielle. Et donc, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui d'ailleurs sont pas bien contrôlés eux-mêmes parce qu'on sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Donc, on est fourré dans des espaces mentaux comme ça. Comme disait, c'était Erwan, Ron qui parlait aussi. Il disait, moi, c'est ma sœur qui m'a fait écouter du rap. J'étais à Saint-Cloud, entre deux endroits, et d'un côté, c'était le monde du rap, de l'autre côté, c'était le monde ultra-bourgeois. Ma sœur, elle m'a amené ce monde du rap. Ma mère, elle me faisait écouter du jazz et tout ça. C'était ça, mon algorithme, voilà, au départ. C'était des personnes humaines, mon algorithme. Alors que là, c'est un ordinateur qui devient ton algorithme. Ça, c'est aussi un des trucs qui me terrifie aussi beaucoup aujourd'hui, cette espèce d'abstraction du corps. Alors, c'est vrai qu'on arrivera dans un monde plus en sécurité. Ça, je pense que ça va marcher. Mais la perte de liberté qui va accompagner ça, je pense qu'il faut choisir. Je préfère moins de sécurité et plus de liberté. Parce que vouloir avoir la sécurité et la liberté, c'est comme l'affaire de... c'est dans le chien et le loup de La Fontaine, quoi. On veut avoir l'os, la niche, et puis il y a un moment, il faut choisir. Le loup préfère râper et tout ça, mais partir libre dans la forêt, sans son os, son truc, son machin. Et je crois que la perte de liberté, qui est pour moi, du coup, liée à une perte d'amour... je crois que j'en parlais avec toi aujourd'hui, il y a plein de choix que je fais aujourd'hui pour pas avoir d'emmerde. Pas par amour. Donc même si c'est des choix dans lesquels j'abonde, je sens que je fais pas ça, je fais ça pour pas avoir d'emmerde. Donc du coup, or l'amour c'est pas ça, c'est faire les choses par amour d'une certaine manière. Donc je crois que cet algorithme-là, moi il me va pas, parce qu'il va petit à petit me conforter dans mon propre espace, dans mes propres limites, en détruisant mes capacités de choix. Là avec mes CD... bon, c'est mon choix de CD, mais je peux passer de n'importe quoi à n'importe quoi en faisant un mouvement de main. Des stupéflix à Mylène Farmer. Voilà. En une soirée. C'est juste le corps qui se déplace de 10 cm et on passe entre deux CD qui n'ont rien à voir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est une défense de mon corps. Donc je dirais que pour tout ce monde, de l'algorithme, du QR code, du machin et tout, j'ai perdu, parce que c'est ça qui va gagner. Je pense, hein. Mais je vais tout faire pour ralentir le truc. Donc je me retrouve dans la position du loser, quoi. Ça veut dire que je vais perdre la partie, mais je vais essayer de tenir le plus longtemps dans cette partie. Voilà. C'est ça mon plan, quoi, je dirais. Mais tenir personnellement. Ouais, personnellement, et puis avec les gens que je rencontre. Autour de toi, essayer d'en parler, ouais. Ouais. Je suis pas non plus un penseur, quoi. Je veux dire, ce que je dis est assez basique, quoi. Un petit peu quand même. Tu fais partie des gens qui ont peut-être, une réflexion et une culture assez immense. Ouais, non, quand j'écoute sur France Culture, j'écoute des gens discuter. J'écoute justement beaucoup d'émissions avec Marie Richeux qui intervient. Je pense que c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec elle, qui est vraiment quelqu'un de brillant, voilà. Mais moi, j'ai pas du tout ça. Il y a un côté plus... C'est une pensée plus lourde, plus incarnée, plus figurée, moins technique. Voilà. Mais tu me demanderais de parler de la pensée kantienne. Tu m'as parlé au moins de Kant. Comment est la pensée universaliste kantienne? Je te dirais 2-3 trucs, hein, mais je pense que je me retrouverai avec quelqu'un qui connaît un peu. Je
me retrouverai vite à l'ouest. Oui, mais c'est normal, tu peux pas tout connaître sur tout, mais tu as quand même dans plein de milieux des connaissances. La majorité des gens, tu leur parles de Kant, ils savent peut-être même pas quelques mots, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais ça, c'était par survie. Parce que je voyais bien, à mon petit niveau, que ce que je pensais correspondait pas exactement à ce que j'avais compris qu'il était plutôt intéressant de penser. Donc, je proposais des choses qui rentraient pas exactement dans quelque chose qui était évident. Donc, à partir de là, il faut défendre son projet. Dès qu'on est dans un pas de côté, dès qu'on est dans un pied un peu dehors, hein, je veux dire, j'étais pas loin, hein, mais je veux dire, j'avais un doigt de pied un peu en dehors de la limite. Déjà, je sentais que je me prenais d'électricité dans ce doigt de pied. Donc, du coup, comme je voulais garder ce petit doigt de pied un peu dehors, il fallait que je puisse protéger cet espace-là, je puisse, le faire vivre. Donc ça, c'était quelque chose qui était de l'ordre de, pas de convaincre, mais de s'expliquer. Ouais. C'est plus ça. Parce que j'ai jamais cru qu'on allait convaincre qui que ce soit. Mais d'essayer d'expliquer au mieux ce qu'on vit. Ce qu'on vit, pour que les autres puissent essayer de comprendre et au moins d'écouter, et de voir ton point de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu as toujours eu envie d'avoir ce petit doigt de pied à côté? C'est un truc naturel ou... Je sais même pas si c'est quelque chose que j'ai cherché à faire, c'est quelque chose qui s'est retrouvé être. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma machine. Je suis une erreur du système un petit peu, parce que je suis en même temps un enfant d'un monde international, donc je suis ce qu'on appellerait aujourd'hui un anywhere, et en même temps j'ai d'affections qui vont vers parfois une pensée qui est en lien avec une tradition, avec des repères et des héritages, des choses comme ça. Donc somewhereisation de l'être. Et l'un rentre pas dans l'autre. Il y a quelque chose qui passe pas dans la machine. Ça m'a amené à me percevoir comme quelque chose qui fonctionnait pas. Ce qui fait que je pourrais jamais, sauf avec Florence, je peux jamais exactement m'ouvrir complètement. Ça veut dire que je vais m'adapter à la personne qui est en face de moi. Je vais essayer de voir et je vais me dire ça quand même je vais pas le dire parce que je vais blesser la personne. Ça c'est pas le moment. Donc c'est beaucoup de retenue finalement, parce que sinon ça va dégueuler très vite. Et c'est beaucoup de recul sur toi aussi, d'avoir cette capacité de te rendre compte que l'autre personne, ça peut la blesser, ça peut... Ouais, mais je blesse quand même. Et ça, tu penses, c'est l'écart culturel, ou alors ça joue beaucoup, ça. Je pense. En plus, là, on parle dans une langue qui est très mesurée, la langue française. La mesure est partout dans la culture française. C'est une pensée qui est vraiment, mais on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment au millimètre près, la culture française. Il y a vraiment des espaces très précis. Et comprendre déjà cette pensée, savoir là où on rentre, là où on sort, etc., c'est extrêmement long. Et en même temps, c'est quand même la langue que je parle, beaucoup mieux que n'importe quelle autre. Donc même s'il y a des manques là-dedans, c'est quand même ça. Donc oui, il doit y avoir quelque chose qui vient aussi de ça. Après, la langue, ça mesure aussi la pensée. Enfin, tu penses dans ta langue et donc ça détermine aussi ta pensée en partie. Oui, et puis c'est une culture où il y a des sorties de route. Tu vois la peinture de Poussin ou la peinture de Cézanne. Oui. C'est une peinture magnifique, mais qui est très mentale, très très mentale. Tu prends un Géricault, ça glisse sur le côté très vite, quoi. La France, c'est bizarre comme monde, parce que c'est à la fois nord, c'est à la fois sud, c'est à la fois protestant, c'est à la fois catholique, c'est à la fois ultra chauvin, mais en même temps se détestant, adorant le monde entier, mais le monde entier français. C'est plein d'étrangetés comme ça, plein de paradoxes. Déjà, dans cette culture, c'est pas évident. C'est une culture très centrale, et en même temps très peu assise sur elle-même. L'Angleterre, voilà, aujourd'hui. Je me considère en tant que Français comme un farouche ennemi de l'Angleterre, traditionnellement. La reine d'Angleterre. Et en même temps, les Anglais n'arrêtent pas de faire ce que j'aurais fait. Ok. C'est-à-dire que si j'avais pu décider, j'aurais fait, au niveau tactique, au niveau intelligence, au niveau relation avec le fait d'avoir une reine, c'est génial comme idée. Et nous, à mon avis, c'est une connerie, on a fait autre chose, quoi. Mais on a oublié l'espace symbolique, bref, etc. Je pense que c'est une idée géniale, bref. Mais en même temps, je combats. Donc tu vois l'espace un peu ambigu, donc je combats un système, parce que... Et en même temps, le monde dans lequel je me situe pour le combattre, pense à l'envers de ce que j'aurais pu penser ou faire, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est marrant, cette passion pour la reine d'Angleterre en France, pour un monde qui se dit très révolutionnaire, tu vois. Moi, je suis certainement pas révolutionnaire, en même temps, j'ai pas une passion pour la reine d'Angleterre, tu vois. Donc il y a un truc à l'envers, quoi, là-dedans.
le respect que j'ai pour cette personne qui est décédée, probablement a dû faire des choses très bien. Mais etc. Donc c'est tout ce truc un peu à l'envers, je comprends rien en fait. Dans un monde abstrait qui m'échappe complètement. Et je crois que cette force symbolique, nous on a voulu passer par Ensba, quoi. C'est très bien, mais c'est pas un symbole, Ensba, c'est des lettres. quoi, Ensba École nationale supérieure des beaux-arts. Moi, c'est des lieux, c'est des formes, c'est quelque chose qui est figuré, quoi. Quand je vois cette école, je vois la rue Bonaparte, je vois la tête de David d'Angers, je vois la tête de Poussin à l'entrée, je vois la copie de Donatello, la chapelle à côté, la cour du Mûrier, etc. Le côté néoclassique. Tout d'un coup, ça prend une forme qui vibre en moi. Je pense que les Anglais, ils joueraient ça. Nous, c'est Ensba. On a l'impression qu'on est dans un préfabriqué, en carton. Il y a quelque chose comme ça, c'est très bizarre. Ce côté abstrait. Donc, pour revenir à la relation avec cette culture, il ne s'agit pas de dire j'ai raison ou j'ai tort, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais ça t'échappe parce que tu viens quand même, t'es né à Téhéran et que ta famille est quand même très issue de la culture perse. Ouais, il y a l'Iran, mais il n'y a pas que l'Iran. Je pense qu'il y a aussi l'Europe centrale, beaucoup chez moi. Ok. D'un côté de la famille ou Ouais, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sang, la Tchécoslovaquie, il y a aussi du sang allemand, il y a de la Lettonie, il y a de la Pologne, il y a tout ça. Donc tout ça, c'est au fond l'Empire, on pourrait parler de l'écrivain Joseph Roth, quoi. C'est vraiment l'Empire austro-hongrois. Je comprends Joseph Roth. Joseph Roth, c'est le vieil Empire austro-hongrois. Dans un de ses derniers romans, c'est les nazis arrivent, quoi. Pour moi, les nazis, c'est des robots, quoi, justement. Alors que l'Empire austro-hongrois, avec tous ses défauts et tout ça, c'était rempli de dorures, d'étrangetés, de barbes bizarres, de gueules, de machin. C'était quelque chose de baroque, comme ça, qui a été remplacé par des espèces de robots, tout ça, il a la même coiffure, qui font du yoga et qui veulent plus exister, et qui veulent avancer une idée, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, ce modernisme, je le vois comme un drame, moi. Je le vis mal, alors que l'Empire austro-hongrois, peut-être que je le fantasme, probablement je le fantasme, mais vu sous cet angle-là, tu vois, c'est marrant, c'est encore une fois un auteur juif de Galicie. Il faut lire son livre Le poids de la grâce, qui est fantastique. Il y a ce monde plein d'histoires, voilà. Et tout d'un coup, ça devient une idée. Pour moi, le nazisme, c'est une idée. C'est déjà très scientifique comme pensée. On va calculer le monde, déjà. C'est aussi la cybernétique, c'est tout ça. Et ça m'effraie horriblement. J'ai vu ces derniers temps, on a commencé à penser le monde avec des courbes. Et on expliquait à des êtres humains des choses avec des courbes. Je me suis dit, je veux pas savoir de quoi on parle. Je veux pas qu'on m'explique avec des courbes. L'idée, si tu veux, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Je voulais pas qu'on m'explique le monde avec des courbes. Et je me suis dit, là, on est mal parti. Tu vois. Donc c'est pas un problème de vrai ou faux, c'est un problème de quels sont les outils. Je veux qu'on m'explique le monde avec des poèmes, pas avec des courbes. C'est des choses très simples comme ça. Avec des témoignages. Des témoignages, moi j'ai vécu des choses comme ça, c'est intéressant. Et toi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va me parler. Là, d'un coup, on était des chiffres comme ça qui montaient, qui descendaient. Je suis pas sûr de cette idée-là, tu vois. Voilà. Il n'y a plus trop d'humanité, quoi. On oublie l'humain derrière. Ouais, et puis en plus, c'est vrai, un chiffre. 3, c'est plus que 2. Le mec qui te dit 3, c'est moins que 2, soit tu le fous en tôle, soit il y a une certaine version de la vérité, quoi. Parce que la vérité... Pourquoi ce serait plus vrai qu'un sentiment de quelqu'un qui raconte une histoire? C'est deux vérités vraies, peut-être. C'est une vérité prouvée. Parce que je pense qu'on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. C'est pour ça que d'une certaine manière, des fois, le cartésianisme m'effraie, parce que son idée du cogito ergo sum, si tu veux... L'idée du doute par la pensée, c'est génial comme idée. Ouais. C'est extrêmement totalitaire pour moi. C'est d'une violence absolue. Il faut lire pour ça l'écrivain du sous-sol, c'est Dostoïevski. Il dit, si ce mur de vérité c'est 2 + 2 = 4, je donnerai des coups de boule dans ce mur jusqu'à mourir pour refuser 2 + 2 = 4. Donc c'est quelque chose comme ça, peut-être je transforme sa pensée, ça va un peu dans ce sens-là. Et là, il y a quelque chose que je trouve vraiment effrayant dans ce truc-là. Peut-être que j'ai tort, et probablement, et je crois que, comme on a besoin de se rassurer, on a besoin d'une vérité qui est prouvée. 2 + 2 = 4 en base 10, ça marche toujours. Donc là, on est bien. Comme on est complètement flippé, parce qu'en réalité, on ouvre les yeux, on regarde le monde qui nous entoure, c'est juste incompréhensible. En réalité, c'est fou. Donc on se met là-dedans pour se protéger, quoi. Je pense, parce qu'on est terrorisé en réalité, et donc on va aller vers ce genre de confort, de protection, de sécurité, etc. Mais comme tu disais tout à l'heure, effectivement, je crois que la vérité
et pas de ce type-là. Voilà. Je crois qu'elle peut pas être totalitaire. Elle peut pas s'imposer à nous. Je suis moi-même très croyant. Je crois en Dieu. Si Dieu existe, il a tout fait sauf s'imposer à nous. Sinon, il serait assis là, il ferait une annonce officielle. Écoutez les gars, tu vois, avec un microphone. Celui qui m'écoute pas, je lui en mets 2, parce que quand même. Donc maintenant, vous allez tous m'écouter et je vais vous expliquer le truc, etc. A priori, c'est pas la méthode qui a été envisagée. Il y a toujours une possibilité de douter de lui, voire de son existence, etc. Et de manière très très aisée, je pourrais très bien défendre le fait que cette croyance est une connerie absolue, je pense, assez doué à ce jeu-là. Alors nous, on en a fait des dictatures, on est très fort pour ça, etc. Le christianisme l'a fait, le catholicisme, je pense toutes les religions, mais je pense beaucoup d'idéologies, etc. Mais en tout cas, sa méthode est pas dictatoriale, a priori. Sinon, il n'aurait pas foutu l'arbre au milieu. Il n'aurait juste pas mis d'arbre du tout. Ouais. Il nous cache un truc, c'est pour ça qu'il nous a mis le fruit, on va essayer de voir. Non, il n'aurait pas mis le fruit du tout. Ça aurait été plus simple. Etc. Voilà. Donc c'est pas le côté comme ça, un peu dans la blague, enfin... C'est bien de blaguer sur ces sujets-là. Comme j'ai une admiration totale pour Dieu, je sens qu'il n'y a pas ce côté-là. Mais j'en parlais avec ma fille l'autre jour. J'ai dit, il ne faut pas oublier que dans le plan divin, il y a les araignées, il y a les crabes, il y a les lézards, il y a tout ça, quoi. Je veux dire, nous, moi j'étais au catéchisme, c'était quand même un peu de l'eau que je buvais, c'était un peu sans goût, c'est très gentil, quoi. Mais on oubliait, même la Bible, on l'avait transformée en flotte un peu. Le machin, est quand même, faut l'avaler, c'est très bizarre comme livre. C'est très violent, enfin, il y a plein de... Ouais, c'est incontrôlable, c'est violent, c'est incompréhensible, enfin bref, quand on commence à lire le truc, c'est juste, qu'est-ce que c'est que ce machin? Puis des chrétiens qui sont en train de bouffer Jésus, enfin, de quoi on parle? Ouais, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas vraiment ça. Enfin, moi, je sais pas si c'est pas vraiment ça. En tout cas, si on regarde le truc vraiment, c'est quand même assez fou, quoi. Et tout ça, d'une certaine manière, moi, me ramène à ce côté poétique, à ce côté extraordinaire, à cet émerveillement, à un visage humain. Quand on voit un visage humain, on est dépassé par la puissance d'un visage humain, si on le regarde, un regard, etc. Et moi, je veux revenir à ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai l'impression que pour le moment, c'est pas ce chemin qu'on va prendre. Mais toi, c'est le chemin que tu prends dans tes tableaux. Ouais, mais c'est difficile de juger sa peinture. Enfin, tu peins des visages, que tu passes énormément de temps à être en relation avec cette personne, même si tu la connais pas, comme ce tableau que tu es en train de faire. Mais quand même, la majorité de tes tableaux, c'est des gens que tu connais très très bien. Des amis, tes parents, enfin, ta femme, tes enfants. Oui, puis le visage s'impose à toi. J'ai fait ton portrait la semaine dernière et tout d'un coup, il y avait une émotion qui apparaissait dans le visage qui n'était pas dans la photo que j'utilisais. Je ne sais pas ce que c'est que cette émotion. Est-ce que c'est ma projection, quelque chose que j'ai ressenti chez toi, ou quelque chose qui n'est ni toi ni moi? J'en sais rien, en fait. Moi, je trouve que c'est très moi, ce que tu as fait ressortir. Mais ça, c'est quelque chose, d'une certaine manière, qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas quantifier ce rapport-là. Et même la psychologie la plus fine, ça sera de la peinture au couteau, à côté de la finesse que ça. Je m'intéresse à l'espace de la pensée, à la psychologie, à l'émotion. C'est très intéressant. Mais même la psychanalyse la plus fine, elle est très brutale par rapport à la finesse de l'être humain. Je crois qu'on est vraiment extrêmement fin. Et ce qui est génial, c'est que sur les réseaux sociaux, on se traite de con toute la journée. C'est magnifique, je trouve. Moi aussi. Hein. Alors chacun son con, hein. Je veux dire, on en a plein. Ça, je trouve ça très très mignon, je pense. Cette manière de nous dénigrer nous-mêmes, au fond, c'est un grand orgueil. On doit être très orgueilleux pour se dénigrer les uns les autres toute la journée. Je pense, hein. En réalité, ça cache ça. Et d'ailleurs, dans l'Occident, il y a ça. Je vois souvent certains peuples frères, la recherche de fierté. J'écoutais un morceau d'Alpha Blondy, la fierté de l'Afrique. Chez lui, dans certains textes, tu sens aussi la blessure. L'envie de retrouver son identité, l'envie d'exister, etc. Nous, on n'arrête pas de se piétiner nous-mêmes parce qu'au fond, on s'adore. On n'a même pas besoin, tu vois. C'est très ambigu, ça, cet autodénigrement. Voilà. Et moi, j'en participe. Hein. Moi, je suis nul, je suis pas si intelligent, etc., etc. Est-ce que ça participe d'un Larsen, tu vois, aussi. Et le dire, encore une fois, je suis conscient d'eux, tu vois. J'écoutais Emmanuel Carrère dans une interview, il disait « Je sais très bien être intelligent ». C'est-à-dire, je sais très bien comprendre que je comprends que j'ai compris que. Et il parle dans son royaume, dans le livre de son royaume, justement sur les évangiles, que dans les évangiles,
le Christ met en garde contre cette intelligence parce que c'est quelque chose qui nous coupe du réel. Cette conscience de l'intelligence, du coup, alors. Ça serait Ouais, plutôt- cette mise en abîme infinie de ouais, je me mets là, mais je le sais que je suis là. Et regardez, et puis je sais que celui qui sait que, il regarde d'ailleurs. C'est une espèce comme ça de truc. Et ça, c'est très bien, pas de problème, on vit tout ça, etc. Mais c'est vrai que ce que je recherche, au fond, quand je peins, etc., c'est pas ça. Parce que ça a pas de goût au bout d'un moment. C'est comme si on bouffait du réglisse toute la journée, quoi. Il y a un moment, on veut vivre quelque chose. Et ce truc-là nous empêche de vivre quelque chose. Un couple qui fait l'amour et qui essaie d'être intelligent quand il fait ça, je pense que ça marche pas. Il y a un moment où il y a un abandon dans cette relation. Et je pense que c'est vrai pour tout, d'une certaine manière. Il y a un moment où on arrête de se regarder faire, quoi. Il y a une conscience, mais c'est pas une conscience qui regarde. Voilà. Je déteste cette représentation de Dieu comme un œil qui regarde, comme ça, comme un juge qui interprète de loin. C'est pas du tout ça que je vois, quoi. Je vois un type qui est dans la merde avec les autres, quoi. Même au milieu de la merde, qui est pas en train de regarder, en train de juger. C'est vraiment l'incarnation de notre qualité d'être humain. C'est qu'il y a toute l'intelligence rationnelle dont tu parles qui va parfois beaucoup trop loin et ça fait oublier l'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle. Et peut-être que c'est ça aussi, ce côté physique avec ta peinture, avec ta vie. Ouais, mais qui participe avec ce côté aussi tout d'un coup très mental, très structuré. Ouais. Il y a des grumeaux là-dedans. En fait, il y a une unité. J'ai l'impression que l'affaire de Descartes nous a un peu séparés en deux. Ça veut dire que soit tu as le scientifique avec son microscope, soit tu as Kurt Cobain qui va se suicider sur scène, quoi. Et on est coupé en deux. Or, j'ai l'impression qu'il faudrait être un petit peu réunir le Kurt Cobain qui se suicide et le scientifique qui regarde le microscope. Il faudrait retrouver une unité C'est entre la ces deux. pensée de Spinoza. Ça. Chez Spinoza, oui, mais le problème de Spinoza, c'est que lui, il va nier la réalité de la personne, au fond. Il va amener ça vers un flux. Tu vois. Or là, chez moi, il y a quand même cette théâtralité là-dedans. Pour donner l'exemple, j'étais en train de parler avec un pote. On voyait des images de la galaxie de très loin. Je disais, c'est quand même fabuleux parce que tu regardes de très loin la galaxie, géniale, sur un microscope, un détail d'une molécule, c'est magnifique. Et puis il y a nous en train de dire des conneries au milieu. Pourquoi ? À cette échelle-là, ça devient insupportable. Ouais. Et je pense que Spinoza, c'est partie de ces philosophes, à un moment, il prend une échelle lointaine, quoi. Il part dans le flux, dans le bouddhisme, il y a un peu cette notion-là. C'est tellement insupportable à l'échelle du con, quoi, qu'on va partir dans le cosmos, quoi, d'une certaine manière. Or, moi, j'ai l'impression que c'est cet espace-là le plus intéressant. Ouais. C'est ni la molécule, ni le cosmos, ni le flux gazeux, etc. Juste la cybernétique. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est cette théâtralité de crétin. Parce que sinon, un caillou, c'est forcément mieux que nous. Ça marche mieux que nous. Un arbre aussi, c'est fantastique, un arbre, évidemment. En tant qu'arbre, c'est parfait, quoi. Nous, on est les seuls, en tant que nous-mêmes, de pas... ça marche pas. Jamais être parfait. On est les seuls ratés, quoi, en ouais, fait. Tu vois. Donc, dans c'est paradoxal, parce que dans la Bible, ce qu'ils disent, c'est que souvent, les gens qui sont un peu chrétiens et tout, ils disent que l'homme, c'est l'être parfait, l'être final de Dieu. En fait, ils disent qu'on est créé à l'image de Dieu. Mais est-ce qu'ils parlent de la perfection dans ce sens-là, en fait? Tu vois, c'est encore une fois, ça serait une discussion. Moi, je dirais qu'au fond, peut-être qu'on rencontrera plus Dieu dans le gars en train de faire des blagues débiles que dans les atomes et les espaces gazeux de l'univers. C'est ça que je veux dire. C'est cette recherche, parce que je pense que ça va être la grande question, et c'est le côté poussière d'étoiles, Hubert Reeves, c'est très bien, quoi, tu vois. C'est très bien, mais en même temps, tu regardes la gueule d'Hubert Reeves, c'est un truc, quoi, tu vois ce que je veux dire, et son accent et tout. Il y a déjà beaucoup de choses à raconter là-dedans. Ouais, c'est plus de la poussière d'étoiles, c'est Hubert Reeves, quoi, tu vois ses chaussures, tu vois sa tête, tu sais, t'as envie de t'installer, de lui donner un Dr Pepper qui détestera peut-être, tu vois, dire voilà mec, vas-y, j'aime bien, tu vois. Je veux bien quand il me parle de poussière d'étoiles, mais je vois sa gueule, déjà je suis parti dans un autre truc, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça, quoi, de revenir à cette échelle-là. Moi, ce sera mon obsession dans le tableau, etc. Il y aura cette histoire-là. Alors évidemment, il y a quelque chose de très beau là-dedans, quoi. Mais quand l'être humain ridicule et caricatural est vu, je pense, par le regard divin, à mon avis, c'est de la poussière d'étoiles au carré, quoi. Parce que là, ça devient incontrôlable. C'est quelque chose qui devient... waouh. Parce que la poussière d'étoiles, on l'a vite compris, quoi, tu vois. Tu sais, c'est marrant parce que c'est un peu la vision du paradis quand les gens vont se faire chier au bout d'un moment. Je pense qu'ils ont cette vision de la poussière d'étoiles. Tu vois ce que je veux dire, le truc. C'est nébuleux, mais ouais, on va être au paradis.
Tu vois, un truc de frigidaire terrible avec quelques fleurs. Moi, c'est pareil tout ça que j'imagine. J'imagine un truc qui va être truculent, mais fou, quoi. Il y aura un côté comme ça, cosmique, tout ça dedans, mais ça va être... Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Voilà. En plus, si pour l'éternité, ça tient, c'est que ça doit être passionnant. Sinon, c'est que c'est pas passionnant. Je veux dire, sinon, allez, max 150 ans, ça devient le cauchemar, quoi, je pense. Donc si ça parle d'éternité, là ça m'excite tout d'un coup, tu vois. Je me dis, tiens, il y a un truc, là, j'arrive pas à le penser. Une blague éternelle, ça devient vraiment compliqué, quoi, tu vois, à gérer. Là, ça me parle, tout de suite. Et voilà, et c'est vrai que dans le tableau, il y a un peu ce côté-là, c'est très absolu comme objet, il n'y a pas de temps dedans. Il n'y a pas de temps et ça dure vachement plus longtemps qu'un homme. Un tableau, on a retrouvé des tableaux qui datent de... Ça dure plus longtemps qu'un homme, mais ça parle d'un moment, ça parle d'un instant, ça parle... Tu figes l'éternité un peu? Je pense que l'habiter aussi. Je pense l'habiter. Et puis de nouveau se rencontrer. Hier, j'étais devant les tableaux de Frans Hals et puis de Holbein, etc. Je rencontrais ces matières, je rencontrais ces gens, je rencontrais ces mondes. Donc c'était des messages chauds en bouteille encore. Rester intact. Complètement, ouais. Et donc je parle avec ces gens-là vraiment comme je suis en train de te parler. Donc ça fait partie d'une communication entre nous tous, je pense aussi, le tableau. On se parle parce que le tableau en tant que tel, pour moi, il n'a pas d'importance s'il n'est pas vu. L'objet n'a de valeur que dans le fait qu'il est vu, rencontré. Qu'il ait une relation avec l'humain, en fait, finalement. Ouais. C'est nous qui activons le tableau en tant que tel. Nous, on s'est mis à adorer le tableau pour ce qu'il est, mais je pense que c'est ce qu'il active dans l'être humain qui est intéressant, je pense. C'est ça qui est vraiment de la force du tableau. C'est un outil de communication, comme un livre. C'est une autre forme de communication, je pense. C'est comment on se rencontre, comment on s'aime, parce que finalement, la finalité, pour moi, c'est l'amour. Mais pas l'amour mignon. Enfin, oui, ça peut aussi être mignon, mais l'amour dans la force de pouvoir dire je t'aime. Donc de pouvoir dire non, je t'aime pas. Tu vois, parce que sinon, poussière d'étoiles, il n'y a plus tout ça, quoi. Tu vois, il n'y a plus cette histoire d'amour, l'affaire d'unité, quoi. Donc là, on revient avec le tableau. J'aime pas ce tableau. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Il y a des tableaux que je fais, les gens réagissent mal, réagissent avec colère. Trouve ça trop ci ou trop ça, et je comprends pas moi ça, parce que je me dis c'est dire qu'un tableau, je cherche pas à embêter qui que ce soit, en plus je cherche à passer un bon moment à peindre. Donc comment un tableau peut faire réagir comme ça? C'est quelque chose qui me fascine, parce que je crois pas avoir de tableau qui me fasse ça. Personnellement, je vois un tableau quel qu'il soit, je vais regarder, je vais le rencontrer, je sais pas si je vais être choqué. Mais surtout dans le sens où moi j'ai jamais cherché à choquer, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui m'étonne. Comment ça peut faire réagir comme ça? Des images on en voit toute la journée. Pourquoi tout d'un coup dans un tableau il y a quelque chose d'autre? Je sais pas. Puis il y a des gens qui travaillent exprès pour choquer aussi. Du coup c'est quelque chose que tu comprends pas, ça, ou pas? Dans les tableaux, dans la peinture, dans l'histoire de la peinture. Même Alors ceux-là ils choquent. Ceux-là, ceux qui font comme ça, c'est souvent ce que j'ai pu voir, c'est vraiment choc BCBG, quoi. Ça veut dire qu'ils vont choquer là où ça va emmerder personne. À la limite, ils vont choquer là où ça va rapporter, quoi. J'ai l'impression que chercher à choquer, c'est une stratégie. Peut-être que celui qui choque vraiment, il choque malgré lui, plus. Ok. Tu vois, j'ai l'impression. Je crois pas au choc préparé, organisé. J'ai l'impression que ça, c'est plus un geste politique. Tu vois. Ça va choquer trois vieux qui de toute façon achètent jamais de tableau, vont pas voir les expos. Donc la prise de risque est quand même minimale, tu vois. Après, il y a des trucs qui sont lancés, qui ont fait des polémiques, etc. Donc alors ça c'est autre chose. 3 personnes. Est-ce que la personne a cherché à choquer en faisant ça? Il faudrait voir. Parce qu'il y a des artistes qui ont dit polémique. Ben peut-être ceux-là me choquent moins. Je les vois plus comme des stratèges. Caravage, quand il peint, je pense qu'il est dans une relation d'amour avec quelque chose. Oui.
Mais avec la peinture, du coup. Ouais, comme disait Dumont l'autre jour, faut que ça explose. Ouais. Peut-être que le fait que ça explosait dans le tableau, c'était mieux que je sais Ça pas. explose dans la vraie vie. Ouais. Je sais pas, tu vois, c'est C'est une fort ce question. qu'il disait Dumont là-dessus. Que Ouais. il vaut mieux que ça si ça doit exploser, que ça explose dans Ouais. les films Ouais. et pas dans la rue. Et je trouve que ça explose pas assez aujourd'hui. Ça explose pas assez dans le sens où on se retient tout le temps, on fait tout le temps attention. Moi, je pense qu'il faudrait lâcher un peu la bride. Je sens venir un truc où petit à petit on commence à avoir un double discours. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va dire suivant l'endroit où on est. Ça, je pense, c'est pas bon. Évidemment, on va pas dire la même chose à ses enfants. Il y a toujours une manière d'adapter. Mais dans les mots et pas dans le propos, peut-être plus. Ouais, j'ai l'impression que petit à petit on commence. Ah, la peinture, il y a ce dessin de Camilla qui me peint moi avec un pinceau et du sang qui coule du pinceau. C'est vraiment du sang? Elle t'a C'est du expliqué? rouge. Ouais. Mais ça ressemble à des gouttes de sang. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quelque chose qui sort d'elle. Ouais. Tu vois? Moi, je suis pas forcément heureux au tout début de voir Camilla qui me peint avec un pinceau et du sang qui sort. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même fantastique qu'elle puisse exprimer ça, parce qu'elle exprime quelque chose qui passe au travers d'elle, qu'elle voit, et elle doit laisser ça s'exprimer d'une certaine manière, tu vois. Elle doit laisser, parce que Camilla est quelqu'un qui fait très attention à pas embêter, et dans le dessin, elle s'exprime beaucoup. Et c'est bien qu'il y ait un endroit où ça puisse s'exprimer. Tu vois, je ne l'ai pas dit ça, par exemple. Et tiens, t'as peint du sang, etc. Parce que là, du coup, c'est le... Ah, pourquoi non? Pas du tout. Oui, T'imagines, ça peut l'auto-censurer ça peut pour la prochaine fois. bien sûr, tu vois. C'est sûr. C'est des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un endroit où il faut que les choses sortent. Et peut-être qu'elle n'a pas du tout voulu peindre ça. Mais si je prends cet exemple, c'est qu'il est là. Tu vois. Là, pareil, regarde, c'est magnifique. Il y a la statue de Marie et puis il y a la pluie. Ouais. Ouais, c'est beau. Tu vois, tout ce qu'elle exprime. Ouais. Il y a cette belle image de Marie, il y a tout ce monde, j'ai bien compris qu'il y a cette beauté, etc., et trucs, etc. Et puis en même temps, moi, il pleut, etc. Tu vois? Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Ça raconte beaucoup de choses, tu vois. Et il y a tout ça qui cohabite. Nous, aujourd'hui, presque, on va virer la statue de Marie, tu vois. Donc, parce qu'on ne peut pas imaginer, je pense que le personnage marial nous fait trop peur, ça nous terrifie, parce qu'il y a une puissance qui se dégage de ce personnage-là. Du coup, on le met de côté. Tu vois, c'est un personnage... parce qu'on sent que ça nous éclate à la gueule, par exemple, un personnage comme ça. Parce que c'est une personne qui tient tête à Jésus, quand même. C'est quand même fou. Elle lui tient tête. À chaque fois qu'il avance... C'est son rôle aussi. Ouais. Et ce personnage-là qui tient tête à Dieu, on le met de côté, c'est quand même très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au fond, s'il y a quelqu'un qui a été au bout de paf pas jouer au Fayot, c'est elle. Or, elle passe pour le Fayot numéro 1. C'est très intéressant, ce truc-là. Encore une fois, c'est parce que ça nous arrange. On a fait une petite Marie avec son joli tissu, c'est bien, habillée en bleu dans un coin, une image sulpicienne. C'est ça, donc du coup, ça sera plus ça. Et puis nous, maintenant, on va se mettre une prête de punk. Une espèce, tu vois, de dialectique comme ça, qui n'est pas la réalité des choses, quoi. Si on va au fond du personnage, c'est un personnage qui nous pète à la gueule, en réalité. Tu vois, c'est pas du tout la bonne maman qui est à la maison, etc. Ouais, et je trouve que c'est en ce réel personnage qu'elle est un modèle. Du coup, c'est quelqu'un qui va dire les choses, qui va assumer complètement son rôle et son cœur. Enfin, au final, elle est beaucoup plus intéressante, comme tu l'as décrit, que comme on a appris qu'elle était. Mais parce qu'on s'arrange avec ça. Tu sais, c'est marrant parce que beaucoup de gens, on part sur la question religieuse, beaucoup de gens ont une espèce de vision de Dieu comme un juge qui est là, qui distribue les bons points. On crée un bonhomme qui est là, avec une barbe, d'ailleurs, la question masculine, puisque Dieu est immatériel, n'a pas de sens, c'est une fonction, la paternité, etc. C'est une fonction, c'est plus à voir comme, en réalité, à l'époque, peut-être que ça a arrangé, etc., mais comme c'est très intelligent comme système, c'est une fonction qui adopte son enfance, en fait, parce qu'elle ne vient pas de son corps. Donc c'est cette question de la pauvreté dans la paternité qui m'intéresse là-dedans. Le père, par rapport à la mère, il est plus pauvre. Parce que la mère, elle porte l'enfant, elle le met au monde. Le père, il est là, il n'a rien porté, il est pauvre, il est une figure comme ça de loi un peu dépassée, etc. En réalité, on peut le voir comme ça. Mais surtout, nous, on le voit comme un type qui décide de tout et qui distribue les bons points à la fin. De manière un peu injuste, d'ailleurs, parce qu'il comprend rien. Il n'est pas à la place des gens, il est un peu con, il est un peu bas du plafond, et regarde, lui, il a fait le Fayot, il rentre, lui, il a un peu fait chier, il sort. Un truc limite comme ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc, ouais, forcément, moi, je vais le faire chier parce qu'il y a un con pareil. Enfin, c'est un truc comme ça, tu vois. Et tu dis comment, dans une pensée qui est aussi intelligente, d'une certaine manière, on n'a pas approfondi la question un peu. Parce que ça, c'est une pensée qu'on avait au CP, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, tu vois. Et donc, tu vois, moi, je vois des gens parler sur des chaînes culturelles très intéressantes, etc., brillants, hein, intellectuellement et compagnie. Mais quand ils engagent ce sujet, c'est extrêmement basique. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si je te disais ça, si je prenais cet exemple-là, je pense que pour plein de choses, on fait comme ça nous arrange, en fait. Moi, le premier. Et on met les boîtes là où ça nous va, d'une certaine manière. Et il y a des choses qu'on veut pas ouvrir, Ouais. quoi. Tu vois? Ça commence, oh putain, ça, non. Ça, c'est bon, ça a déjà été décidé, ça attaque là. Et je pense que le but du jeu, c'est d'ouvrir les boîtes quand elles sont fermées, tout de suite. Moi, je pense. Il faut tout de suite sortir les trucs, tu vois. Alors, ouais, non, mais ça, t'avais fermé, mais bon, là-dessus, je voudrais quand même revenir sur. Non. Tu vois? Et la peinture, qui était une boîte fermée à la fin des années 90, Ouais. tu vois. Tu fais partie des gens qui ont rouvert cette boîte. Mais parce que pour moi, c'était évident qu'elle n'était pas fermée. Ouais. C'est comme la question religieuse. C'était la question- peinture en France, dans les années 90. Ouais, particulièrement en France. Mais c'est vrai que quand même, en France, c'était fou. Mais bon, voilà. Et je pense que tous ces sujets qu'on croit avoir dépassés, on les a pas dépassés du tout. En fait, on n'a rien dépassé. On traîne dans la même catastrophe. La guerre qu'on avait dépassée, elle est en train de nous exploser. Ouais. Là, on est assis sans chauffage à cause d'une guerre. C'est des trucs qui étaient inimaginables il y a 4 ans, alors qu'on vient de passer une pandémie mondiale. On était tous avec des masques toute la journée, etc. Il y a 5 ans, ils nous expliquaient le truc. On se dirait, putain, les mecs, là, vous exagérez un peu. Et donc, je pense qu'on ne peut pas mettre en boîte le réel. Il va nous éclater à la gueule. Et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui est fantastique. Le jeu est extrêmement bien fait, je pense. S'il y a quelqu'un qui a fait ce jeu, qu'il soit un pervers manipulateur ou un type extraordinaire, quand je dis un ou une, encore une fois, c'est pas la question, naître, quoi. Le jeu est extrêmement intelligent, en tout cas. Il est extraordinairement passionnant. Et on n'a certainement pas fini avec la boîte de jeu. Parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui est incroyable, qui réagit à une vitesse où nous, on pense avoir résolu le truc. Quand on l'a résolu, il y a 10 fois plus de problèmes. C'est la question entre l'énigme et le mystère. Moi, j'aime beaucoup l'énigme. Une fois que tu as la solution, le bouquin, il est mort. Le mystère, une fois que tu as la solution, c'est encore plus fou. Il y a encore plus de mystère. Ouais. Le tableau donne quelque chose comme ça. Moi, c'est très mystérieux. C'est quoi? De quoi ça parle, ce truc? Personnage, je sais pas du tout. Tu vois? Tu sais pas, et tu penses que les gens, pour eux aussi, c'est mystérieux. Tu as discuté un peu avec des gens qui regardent tes tableaux et qui te posent des questions, peut-être parce qu'ils sont intrigués. Bon, beaucoup de gens n'ont pas le temps. Ok. Beaucoup de gens n'ont pas Et le comment temps. ça, ils viennent et ils n'ont pas Ils le temps. viennent, mais on court, tu sais, on est dans un monde où on court et on est tous à courir, à vite, etc. Et on a peu le temps d'approfondir aujourd'hui, on est tout le temps. Donc quelqu'un qui prend là ce que tu fais, par exemple, là, de s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, de discuter d'un truc, etc. Ce qui me semble être en fait une dépense et donc un don, parce qu'il ne va pas y avoir des euros qui vont tomber de cette discussion, rien, etc. Au niveau matériel, quantitatif, qualitatif, c'est difficilement quantifiable, d'accord? Ce genre de geste est quelque chose, à mon avis, qui est probablement utile, etc. Mais même moi, dès que tu vas partir, hop, je vais retourner à mon truc, à mes temps, tu vois, etc. Donc les gens ont peu de temps et c'est pas une critique. Donc ceux qui prennent le temps, etc., je sais pas quelles images ils renvoient, je sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, là on a parlé de 1h30, 2 heures, ma pensée est plus dogmatique que ma peinture. Tu vois, ma peinture est plus accueillante, je pense. Elle cherche encore moins à avoir raison. Même si même ta pensée ne cherche pas à avoir raison spécialement. Certainement en partie, j'essaye tu vois, si tu dois sentir dans un discours que... Forcément, il y a une quelque chose qui est directrice, mais défendu. t'es obligé. Ouais. Mais dans la peinture, encore beaucoup moins. Ça veut dire qu'elle peut accueillir... peut-être que c'est le cas de la peinture en général, j'imagine, j'espère, c'est qu'elle peut accueillir quelqu'un qui va vivre quelque chose avec ce tableau qui n'a rien à voir avec tout ce dont on a discuté maintenant, tu vois, qui est tout à fait autre, qui est lié à un événement de sa vie, ça va être quelque chose de complètement autre, tu vois. Et ça, c'est très bien aussi. Après, il y a des éléments symboliques, il y a un personnage qui regarde vers le haut, un univers assez gris. Un rayon de soleil qui arrive sur son Il y a un rayon qui cœur. vient, qui vibre. Il y a un
texte. Ouais, on sait pas ce que c'est. Pas On ce sait qui est même écrit. pas qu'elle est dans une église. On imagine, vu qu'elle a le regard levé, mais derrière, c'est des planches de bois, donc concrètement, enfin, je sais pas si c'est des planches de... Ah, c'est de la pierre. Mais c'est Oui, de la c'est les pierre trucs qui gris s'est dont tu me ramollie. parles, ouais, je vois. À force de peindre, la pierre est devenue un peu chère. Elle est Ouais. devenue organique. Elle est Ouais, devenue. c'est super Tu fort. vois le bois. Il y a quelque chose qui devient végétal, qui devient animal. Mais c'est fascinant parce que t'as quand même, enfin moi je t'ai vu travailler sur ce tableau-là, t'as quand même 3/4 du tableau où c'est un mur et t'as passé plus de temps sur le mur que sur la personne presque. Ouais. Et là, ça commence à vivre, tu vois. Ouais. Faire vivre les murs gris de Ouais. ton enfance, Ouais, de c'est cette ça. église C'est ça. traumatisante. Les prendre, ces murs, les accepter, les faire vibrer, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai compris tout d'un coup que, tu vois, parce que tout d'un coup, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu que dans cette paroisse, cafard, avec Mademoiselle Massé, ses bas de contention, où elle nous racontait pour la 18e fois l'histoire de Zaché, Zaché, si tu savais. C'est là où t'as fait ton catéchisme. dans Ouais, cette église. ouais, le truc dans des préfabriqués et compagnie. Le truc, mais vraiment pas sexy. Etc. Tout d'un coup, là, j'avais reçu une lumière dans cette espèce d'antipassion. Tu vois ce que je veux dire? J'avais reçu une lumière qui avait été importante pour moi. C'est ce que je veux dire. Tout d'un coup, je l'ai réalisé plus tard. Tu vois? Et ça m'a intéressé. Tu vois et je pense que d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce qu'on est dans un monde où l'Église, elle est cafard, quoi. C'est triste, c'est cafard. Les curés, ils croient plus en Dieu. À la limite, c'est devenu des ONG, on essaie d'être sympa. Et on va essayer d'acheter des sandwichs pour les pauvres, etc. Bon, ok, mais on n'a peut-être pas besoin de tout ce bordel pour ça. Enfin, c'est en train, tu vois, il y a un truc qui est en train de s'échapper complètement. Et on a perdu ce goût du merveilleux, d'une certaine manière, parce que je pense que c'est très bien d'acheter des sandwichs aux gens, mais c'est des cœurs qui vivent de merveilleux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi de l'extraordinaire là-dedans, Ouais. tu vois? Mais peut-être que l'extraordinaire vient aussi dans le fait que c'était pas juste t'achètes un sandwich, et que tu vas lui donner le sandwich, tu vas prendre un temps pour discuter. Et le merveilleux, il est aussi dans la rencontre. Il y a ça, mais il y a la forme. Il y a tout d'un coup, Saint François d'Assise, par exemple, il a fait toute sa vie pour la pauvreté, mais il faisait très attention au matériel liturgique. L'ostensoir était magnifique, il y avait le beau. Voilà. Et nous, on a adoré la pauvreté en voulant en faire de la laideur. Tu vois, c'est un truc qui m'a frappé avec l'affaire du Corona. Si tu vas dans une église, si tu vas dans un bureau de vote, déjà le niveau de laideur a augmenté. Mais si tu vas dans un centre de test, le niveau de laideur, il est passé encore à un niveau au-dessus, quoi. On avance dans un monde de laideur, d'une certaine manière, qui devient terrifiant. Or, le cœur humain, il a besoin de beau, tu vois. Il est nourri de ça aussi, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de ça. Il faudrait retrouver dans la relation qu'on a, dans la relation au don, d'être capable de voir la beauté dans une robe de bure, etc., machin, etc. Mais de pas oublier que de peindre un mendiant en robe de bure, ça coûte pas plus cher de le peindre avec un habit en or. C'est le même prix en peinture. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas un problème d'argent. Allons-y, peignons-le avec, tu vois. Pourquoi pas? Non, parce que quand même, ça va faire riche. Tu vois l'hypocrisie? Ouais. Tu vois, cette espèce de truc où on n'est plus dans la recherche d'amour, on est... Qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux? Et donc ça devient un truc où je pense que là-dessus, il faut de nouveau, tu vois, c'est pour ça que j'insiste sur ce côté-là, je pense au merveilleux, à l'extraordinaire, tu vois la nature, tu vois les animaux, tu vois le machin. Tu vois, typiquement les protestants. Les protestants, ils ont voulu revenir à l'église des origines. Tu vois, une église luthérienne et une église arménienne qui ressemblent beaucoup plus aux premières églises, je suis pas sûr qu'ils sont retournés à l'église des origines. Ils sont retournés à autre chose, en fait. C'était peut-être très bien. Où ils sont en Pentecôte, dans des stades, en train de chanter, etc. Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas les origines. Les origines sont là, et de l'encens, des trucs, etc. Ça. Tu vois, il y avait une idée de l'esthétique qui était différente. Donc, encore une fois, tout ça, ça se questionne. Là où on se dit, ouais, mais quand même, machin, etc. Peut-être ça se questionne. Et donc, nourrir l'autre, c'est aussi le nourrir de beauté, c'est le nourrir de... Tu vois? Et ça, il faudrait retrouver tout ça. Et c'est peut-être une des fonctions de la peinture. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que l'art, même en général, Ouais. la peinture, oui, bien sûr, mais l'art, toutes sortes d'art, et aussi peut-être que sa mission, c'est en partie de ramener la beauté dans le monde. Ouais, Et mais ça, c'est fou de dire d'ouvrir ça. les yeux dessus. T'imagines dire, c'est quoi ta mission? Moi, j'aimerais ramener de la beauté dans le monde, mais je veux dire... Non, mais Tu là, passes vous pour un sortez, vous illuminé. allez vous calmer, vous allez boire un verre d'eau. Tu passes pour un illuminé, mais finalement... C'est on ouvre la porte alors, ça va? Il est redescendu.
Mais c'est évident que ce mot-là, le mot que tu as dit, le mot beauté, va forcément refaire son entrée. Évidemment, je ne contrôle pas, parce que la question c'est qu'est-ce qui est beau? Ah oui, mais oui, d'accord, je comprends, évidemment, on peut mettre la main là-dessus. Mais c'est un mot intéressant, parce qu'il est explosif. On va faire exploser, comme disait Dumont. Le On va mot faire tout beau, péter. moi, dans une interview officielle, je l'utilise pas, tu vois. Ouais. Jamais, tu vois ce que je veux dire? Je tiens encore, tu vois, à pas ressortir avec des bleus. Tu vois, je suis courageux et pas téméraire. J'exagère un peu. Et puis aussi, il faut comprendre un truc, c'est qu'on a vu que les soldats allemands qui étaient très bien habillés, c'est vrai, ils ont fait des conneries quand même monstrueuses. Donc ça a quand même blessé l'affaire, quoi. Et il faut aussi jouer avec ça. Ceux qui avaient les plus beaux costumes ont été les pires salopards. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non mais il faut vivre avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc il va falloir tourner, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Bah, enlever tout simplement la notion de bien et de mal aussi dans notre pensée. Enfin, la détourner en tout cas, ou rajouter toutes les nuances En de tout gris cas, voir entre que les c'est deux. pas lié. Ouais, c'est Voilà. pas lié. Est-ce que le bien existe? J'aurais tendance à dire oui, mais alors qu'est-ce que tu appelles le bien? Qu'est-ce qui serait le bien? Ça, c'est déjà, tu vois. Donc là, moi, je pense qu'il faudrait réinvestir les termes et les redéfinir. Donc donner une plasticité à l'utilisation des termes plutôt que les quitter. Parce que là, j'ai l'impression que vu qu'on voit que les mots, on les contrôle pas, on les quitte. Ouais, alors qu'il faudrait juste les réinvestir et les Ouais. redéfinir plus mesurément. Ouais. Et pour terminer sur l'affaire de la philosophie, je crois qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de voir de quel modèle philosophique s'agit-il aujourd'hui. Tu vois, quel est le concept, quel est le projet Est-ce qu'il y en a philosophique? un? Ouais. C'est même pas sûr. Non. On y pense peut-être même plus. Non. On flotte dans tous les sens, on ne sait plus les termes qu'on utilise. Tu parlais de quand on utilise le terme Dieu, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout ça est flottant d'une certaine manière. Moi, souvent, quand je dis homme, j'entends homme et femme, par exemple. Ouais. C'est Ça vrai c'était que- mec tout à l'heure. Ouais. C'était drôle ça. Mec pour homme et femme, tu vois. C'est quand même fou quand même de Ouais. dire ça. C'est l'histoire d'un mec. C'est vraiment le Tchovek, le golem, le golem de Glaise, quoi, tu vois, avant la différenciation sexuelle, tu vois. C'est vraiment le personnage. Parce que pour moi, Adam et Ève, quand on sort Ève d'Adam, Adam c'est pas un homme avant. Il devient homme parce que Ève sort. Bah oui. Ouais. Là, il se différencie, si tu veux. Voilà. Sachant que dans l'affaire, quand même, c'est pas cool pour les hommes, parce que la femme devient une forme supérieure de l'homme. Parce que lui, il est tiré de la terre, et elle est tirée de lui, quoi. Elle est un aboutissement, en fait. C'est beau ce que tu dis parce que souvent on pense l'inverse. On pense que la femme est inférieure à l'homme parce qu'elle est issue de l'homme. Ah oui, non, bah non. Tu vois? Ah non. Moi ça me fait plaisir. Bah non, que tu dises l'homme ça, issu du de voir singe. comme ça. On se considère comme supérieur du singe. La femme issue de l'homme, ça devient... Attention, je crois pas que la femme est supérieure à l'homme, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le texte, il est ambigu là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Mais Il c'est est intéressant ambigu. de le voir ambigu dans l'autre sens. Et surtout dans une société patriarcale. Mais oui, c'est C'est ça qui est ça qui est dingue. intéressant. Dans un contexte ultra patriarcal, où c'est que des mecs qui décident de tout, il y a un texte qui est ambigu là-dessus. C'est quand même intéressant. Ouais. Qui reverse le truc. Là, tu te dis, putain, là, j'écoute. Et cette question d'ambiguïté, originelle de la Genèse, peut-être qu'elle est intéressante d'avoir ce double sens parce qu'au final, il n'y a pas de question de supériorité ou d'infériorité, de qui est issu de qui, et qu'on repart sur une base. Oui, il faut Plus prendre la modéré, discussion quoi. au sérieux. Voilà, c'est ça, Il il faut faut- reprendre possession du texte, il faut le réhabiter. Et parce que je pense que comme tout un tableau, je pense que le texte échappe à son auteur. Et dans ce texte en particulier, il y a toute une partie qui est toute liée à un contexte. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de mystérieux qui nous échappe. Et cette partie-là, d'ailleurs c'est très intéressant, à ça entre le personnage de Jésus et les autres. C'est très intéressant parce que le personnage de Paul, le personnage des apôtres et tout ça, ils disent plein de conneries quand même. Jésus, il y a un truc où il est comme, il flotte, quoi. Il dit des trucs, c'est difficile de mettre la main dessus, quoi. Et encore, c'est des gens qui racontent ce qu'il a dit, quoi. Dans son discours, il y a un truc qui est quand même très bizarre, quoi. Mais dans les paroles de Jésus, il y a quelque chose qui échappe. Dans l'action de Jésus aussi, il y a quelque chose qui échappe. Donc, c'est ces parties-là qui échappent, qui sont très très intéressantes parce qu'elles sont mystérieuses. Et au Je pense que dans final, le tableau, pareil. voilà, ta peinture aussi. Et dans le tableau, en général. Tu vois, j'étais devant des peintures, des sculptures, tu vois, des peintures de Donatello hier. Ouais. Ça m'a échappé.
Je pensais pas que sa sculpture m'échapperait autant. C'est très étonnant comme sculpture, tu vois. C'est très bizarre ce qu'il fait. Ces Vierges Marie, là, elles ont des têtes, quoi. On dirait des aliens qui vont te sauter à la gueule. Elles sont puissantes, quoi. Elles sont pas mignonnes. Non, Tu vois, c'est pas mignon du tout, quoi. mais ça a beaucoup de force. Ouais, c'est une puissance terrible. Et je m'y attendais pas, tu vois. Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce que je t'ai déstabilisé, c'était pas là où je voulais. Tu vois. Et je crois que ça va être là. Là, j'espère, dans ces discussions, j'ai eu plein d'intentions, on les a très vite vues, on voit où je suis, on pourra me googlialiser, me mentaliser, savoir mon espace politique, mon espace historique, mon espace de genre, tout ça. Mais j'espère qu'il y a des choses qui échappent à un moment, qui viennent de tout ça, mais qui vont ailleurs, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui échappe rien que quand on regarde tes tableaux. Mais peut-être les tableaux de tous, si on fait attention. Si on fait vraiment attention. On parle des tableaux, mais un visage. Si on fait attention à un visage. C'est intéressant qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de soi-disant de s'accepter et on n'arrête pas d'effacer les visages, quoi. Moi, c'est un des trucs que j'ai pas supporté dans l'affaire je comprenais très bien le choix du masque pour des raisons de protection de l'autre et compagnie. Mais on voyait plus les visages. Ouais. Ça, c'était effrayant. Ça a été très dur, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, ça veut dire que le visage de l'autre est un danger. Réellement. Le corps de l'autre est un danger. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le reste un peu un danger? Tu vois. Est-ce que c'est pas un risque, quand même, l'un pour l'autre, d'être ensemble? Tu vois, est-ce qu'il ne faut pas garder quand même, vouloir éviter la totalité du risque de notre rencontre? Est-ce que c'est pas morbide quelque part, tu vois? C'est ces questions-là. C'est toujours une question d'équilibre, de balance. Oui, mais tu sais comment nous on structure, on n'est pas doué pour l'équilibre. Je sens que l'équilibre penche vers le côté de la cybernétique. C'est pour ça que je penche un peu de l'autre. Tu vois. J'essaie de ramener un peu le truc. Avec un peu de caricature, un peu de roublardise, un peu de tout ça, tu vois, c'est certain. Je sens qu'il faut que je tire vers là, tu vois. Je sens. Kafka, la pensée qui bondit. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de sauvage, quoi. D'ailleurs, t'as l'occasion de lire son journal. Ouais, bah, je l'ai noté, ouais. Génial. Je pense, je suis sûr, Kafka, la métamorphose, quoi. Puis il y a du rire, hein. Je sais pas si tu l'as lu, le Servant de l'ombre, William Cafard. C'est tragique, mais en même temps, c'est comique, quoi. Sa famille, c'est là, lui, qui Cafard retourné. C'est long, hein. Il se cache à la fin sous un lit. Tu vois, il a plus le bon visage, quoi, tu vois. Tout d'un coup, il est vu comme un monstre. Et ça, c'est très, très intéressant, tout ce truc-là à revoir. Est-ce que je suis comme les autres ou je suis pas comme les autres? Je pense que le pas comme les autres, c'est aussi le risque que l'autre représente. Et on aura beau le contrôler, essayer de... je te dis, sécurité, liberté, quoi. Et quand cette phrase, ma liberté, commence là où s'arrête, celle-là. Je suis pas sûr de cette phrase. Parce que c'est une liberté qui est juridique, quoi. C'est pas une liberté de l'amour, c'est une liberté de boîte, quoi. Ouais. Ça a l'air super, mais enfin, c'est des boîtes les unes à côté des autres, quoi. Alors que moi, je pense que notre liberté, c'est de s'interpénétrer. Sinon, on va plus se toucher. Bah, l'amour, c'est ça, hein, c'est le principe, c'est la connexion avec les autres, que ce soit le divin ou l'autre humanité ou même la nature. Ouais, et donc là, il y avait encore quelque chose qui avait l'air génial dans la phrase. Moi, la première fois que j'ai regardé la phrase, je me suis dit, mais génial. Et mais après, ça, quand tu réfléchis... Ouais. Tout d'un coup, tu vois, encore une boîte que je réouvre. C'est ça. Je sais pas. Et tu plonges dedans, tu questionnes. Ouais. Au final, c'est ça, c'est tout le temps se questionner, s'émerveiller et donner de l'amour. Et en recevoir. Et en recevoir. Mais souvent, le fait de donner te permet aussi d'en recevoir. C'est un des moyens d'en ouais, et puis c'est parce que tu reçois que tu donnes. Ouais, j'ai l'impression que c'est important d'apprendre à recevoir aussi. Oui, vraiment. Tout à fait, c'est hyper important. Oui. Quand quelqu'un te donne, de pas se dire putain, qu'est-ce que je vais lui devoir. Ouais. Tu vois? Bah oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. On perd, sinon on perd toute cette pureté. Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Ce podcast est réalisé et mis en musique
par Mathilde Delagatine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram, sur le compte On the Way to Art. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. À plus!